Merci de suivre Prestige TV pour vous informer au sommaire de cette édition du soir. Informer les citoyens sur les retombées des ressources de l'ITIE. Tel est l'objectif du CRD spécial de présentation du dernier rapport tenu ce mercredi à la gouvernance de Thiès. D'importantes informations sont livrées au grand public. Le PAREM, projet d'appui à la résilience des groupes vulnérables et des ménages, entend financer des activités génératrices de revenus. Une enveloppe de 20 millions de francs CFA est dégagée. Et puis le Promojet opérationnel dans la commune de Morolan, un CRD spécial s'est tenu à cet effet à la gouvernance de Thiès. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale et la page des sports viendra boucler cette édition du soir. Dans un court instant, le développement. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons avec le point Covid du jour. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a fait le point sur la situation virologique de la Covid-19 du jour. En ce mercredi 13 avril 2022, sur 857 tests réalisés, 2 cas sont revenus positifs au coronavirus, tous issus de la transmission communautaire. 3 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Aucun cas grave n'est pris en charge dans les services de réanimation des hôpitaux. Aucun décès n'a été enregistré hier mardi 12 avril 2022. L'état de santé des autres patients reste stable. Je vous le disais tout de suite dans le sommaire, un CRD spécial de présentation du dernier rapport de l'ITIE, l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, s'est tenue mercredi à la gouvernance de Thiès. L'objectif, informer les citoyens sur les retombées de nos ressources. Abdoul Aziz Diop est le président de la commission communication de l'ITIE. Je vous propose de le suivre. Il est au micro de Mame Biram Gaye Doudou Dieye. Le comité national ITIE Sénégal a été institué en 2013. Le Sénégal a adhéré volontairement. L'ITIE est une norme mondiale. Notre pays a adhéré en 2013 en mettant en place 16 organes, notamment le groupe multipartite, composé des représentants de la société civile, du secteur privé et de l'administration, et un secrétariat technique. Donc depuis l'adhésion du Sénégal à l'ITIE en 2012, les citoyens sénégalais à qui la Constitution a conféré l'appartenance des ressources ont des informations fiables et exhaustives sur toute la chaîne de valeur du secteur extractif. Le sens de cette rencontre, c'est les disséminations communautaires. Comme ces ressources appartiennent au peuple, nous venons de faire les régions de Saint-Louis, Matam, Kédougou, Fatick. Et aujourd'hui, nous sommes à Thiès, la première région minière du Sénégal. C'est surtout pour donner aux citoyens le pouvoir ou le droit d'exercer ce droit constitutionnel. Mais cette validation ou ce partage de cette année se tient dans un contexte aussi extrêmement important, un contexte post-validation. Vous savez, après avoir adhéré à l'ITIE, les pays de mise en œuvre sont évalués. La première évaluation en 2018, le Sénégal a obtenu le statut de premier pays africain et de 4e au niveau mondial. En 2021, avec une nouvelle forme de validation, dans un contexte de pandémie, le Sénégal a su obtenir la note maximale de 93 sur 100 points. Sur 28 exigences qui ont été évaluées, les 7 ont été largement dépassées, les 20 ont été pleinement respectées et une a été en grande partie respectée. Une rencontre importante qui a permis de faire passer certaines informations destinées au grand public. Selon le secrétaire permanent adjoint de l'ITIE, Alioune Badara Gaye, que je vous propose de suivre, il est toujours au micro de Mame Biram Gaye Doudou Dieye. Donc c'est avec plaisir qu'on se retrouve à Thiès ce matin pour partager les chiffres du rapport ITIE. Donc les paiements globaux du rapport indiquent un montant de 185 milliards, dont 167,75 milliards sont allés au budget de l'État.
Et la contribution des entreprises thiessoises qui sont implantées dans la région de Thiès à cette contribution globale est de 66,7 milliards pour l'année 2020. Ce qui montre que Thiès, en termes de contribution et aussi d'opérations minières, continue à tenir cette place de première entreprise, de première région minière du Sénégal, et région minière par excellence, parce qu'il y a une variété de substances minérales qui se retrouvent. Mais un aspect important qu'on a développé ce matin et qu'on a partagé en termes de résultats, c'est aussi cette manne financière réservée aux sous-traitants et fournisseurs de biens et services qui tourne globalement au niveau national à plus de 1116 milliards. Et dans ces 1116 milliards, les entreprises qui sont implantées dans la région de Thiès ont aussi dépensé un montant de 392 milliards. Et sur ces 300 et quelques milliards, vous avez juste 92 milliards qui ont été captés par les entreprises qui sont détenues majoritairement par des citoyens sénégalais. Donc ça montre qu'il y a un gap et ça se fait ressentir quelque part aussi sur ce qu'on a montré comme contribution assez faible du secteur au PIB. Et c'est dû à ce manque d'implication des nationaux dans toute la chaîne de valeur, en termes de sous-traitance, en termes de fourniture de biens et services, mais aussi à ce manque de liens intersectoriels. Le projet d'appui à la résilience des groupes vulnérables et des ménages, le PAREM, investit des ménages pauvres du département de Thiès, notamment dans la commune de Fandène, Thiès Nord et Ndiayène Sirakh. Avec une enveloppe de 20 millions de francs CFA, l'ONG PAREM, après une formation en gestion, entend financer des activités génératrices de revenus. Une façon pour les femmes et les ménages ciblés de s'autonomiser. Écoutons à ce propos Awa Wade Sow, la coordinatrice du PAREM, rendu possible grâce à la coopération italienne. Je vous propose de la suivre. Projet d'appui à la résilience des ménages et groupes vulnérables. Le projet a été mis en place par le gouvernement du Sénégal à travers le ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants, avec l'appui du gouvernement italien à travers l'Agence de coopération au développement italien. Donc ce projet, c'était un projet au début d'un an. Nous venons juste de boucler l'année. Nous venons juste d'avoir une prolongation jusqu'en 2022, jusqu'à fin 2022. Et ce projet a deux mécanismes. D'abord, dans un premier temps, nous devions faire le choix des régions d'intervention. Ce choix a été fait sur la base des outils qui ont été mis en place par le gouvernement du Sénégal, à savoir l'indice de pauvreté multidimensionnelle, mais aussi la cartographie Covid. Parce qu'en fait, ce projet a été mis en place pour soulager les populations qui ont été impactées par la Covid-19. Donc après ce choix, nous sommes, sur instruction de Madame la ministre, nous sommes allés sur le terrain pour faire le choix des communes. Ce choix des communes a été fait dans chaque région d'intervention par les services techniques avec l'appui du préfet. Donc nous avons reçu le choix de Thiès Nord, de Ndiayène Sirakh et de Fandène dans le département a été fait par les services techniques de l'action sociale, d'appui au développement local, suivant les critères qu'on a définis en commun, et que ces critères ont fait ressortir Thiès Nord, Ndiayène Sirakh et Fandène. Et après ce choix, il fallait maintenant identifier les ménages et groupes vulnérables. Parce qu'en fait, il y a un montant de 20 millions qui a été déterminé pour chaque commune. Nous sommes dans 20 communes au niveau de la région, au niveau du Sénégal. Et puis, je vous le disais aussi dans le sommaire, dans la commune de Morolan, l'opérationnalisation du Promoged, le projet Sénégal déchets solides, était au menu d'un conseil régional de développement tenu le mardi à la gouvernance en présence des autorités et services impliqués dans la mise en œuvre du projet. Le Promoged couvre 4 pôles grands: Dakar, centre qui couvre Thiès, Mbour et Tivaouane. Nord comprend Saint-Louis et Matam, et le sud couvrant Ziguinchor, Sédhiou et Kolda. Le Promoged vise l'amélioration de la gestion des déchets solides dans les communes câblées, ainsi qu'au renforcement de la gouvernance du secteur en général
et les pays. Je vous propose d'écouter Ibrahima Diagne, le directeur du projet, à l'issue de l'installation du comité technique régional. Il est au micro de Fatou Kinessey et de Doudou Dieye. Aujourd'hui, nous sommes ici à Thiès pour l'installation du comité technique régional de Thiès. Donc, parce que dans le schéma institutionnel et organisationnel du Promojet, il est retenu quand même de mettre des instances à chaque échelle de gouvernance. Donc des instances à l'échelle nationale, des instances à l'échelle régionale et des instances à l'échelle communale. Donc aujourd'hui, c'est la mise en place du comité technique régional de Thiès qui est installé par le gouverneur de la région de Thiès et dont on a tenu la première réunion d'installation qui a permis de définir, de mettre en place les groupes de travail, mais aussi de définir. Donc on est déjà dans la mise en œuvre parce que comme vous le savez, un projet aussi important qui est un projet essentiellement d'infrastructure, il y a une phase de préparation. Donc phase de préparation qui consiste à d'abord planifier les infrastructures, identifier les sites, sécuriser les sites, faire les études techniques environnementales et sociales. Donc nous sommes dans ce processus et ce comité technique régional va nous aider parce que ça a permis aujourd'hui de sensibiliser toutes les parties prenantes et surtout solliciter les maires à la mise à disposition de sites. Parce qu'aujourd'hui au niveau de Thiès, nous allons construire 76 infrastructures. Donc ça veut dire 66 sites dont on a besoin, donc ce qui fait que c'est ça qui est le préalable pour la construction. Il faut saluer que dans le cadre du Promojet, la région de Thiès bénéficie de plus de 30 milliards de financement, donc dont 27 milliards pour les infrastructures, 1,3 milliard pour le mécanisme de financement basé sur les résultats qui va promouvoir la performance et à peu près 1,2 milliard pour le programme prioritaire qui va financer des actions. Donc comme vous le savez, donc, en matière de gestion des déchets, on a une approche filière, chaîne de valeur, donc, qui part du ménage jusqu'au traitement final. Le maire de Morolan, Yves Lamine Ciss, dont la localité est engagée dans les opérations de salubrité, souhaite renforcer la propriété de sa commune assortie d'un environnement verdoyant. Il est au micro de Fatou Kinessey et de Doudou Dieye. Nous l'écoutons. Morolan, en général, les villages sont très propres parce que, au passage, je félicite les femmes, les jeunes, qui hebdomadairement nettoient toutes les rues de leur village et les places publiques. Malheureusement, les déchets, quand les villages sont nettoyés, les gens ils jettent les déchets derrière les maisons. C'est ça maintenant, et ça crée des dépôts sauvages. C'est ça qu'il faut arrêter pour que vraiment Morolan soit une ville propre. Et nous pensons qu'avec le Promojet, cela va venir renforcer ce que nous sommes en train de faire. Et comme j'ai dit tout à l'heure lors de la rencontre, nous avons instruit à la commission environnement de Morolan deux choses. Morolan, ville propre, avec bien sûr l'IGOM, mais Morolan aussi, ville verte. Ça, je pense que si on atteint cela d'ici 5 ans, nous aurons vraiment atteint, nous aurons fait un grand pas. Et nous pensons, en tout cas, nous avons beaucoup d'espoir à ce programme Promojet qui va venir certainement renforcer en tout cas les acquis au niveau de Morolan et pourquoi pas, certainement il y a des initiatives aussi au niveau d'autres communes et cela va nous aider, nous maires, en tout cas à enfin, parce que ça c'était un point faible quand même des compétences transférées. Parce que si vous allez au niveau de la gestion des déchets, c'est un point faible au niveau des mairies. Nous pensons quand même qu'avec l'accompagnement de ce programme Promojet, enfin peut-être que l'environnement va être enfin peut-être une compétence réellement transférée au niveau des communes. Bon, il faut toujours avoir cette crainte, parce que voilà, c'est comme vous venez de dire, effectivement, souvent nous initions, mais nous avons des difficultés pour pérenniser les programmes. Mais nous espérons en tout cas que cette fois-ci, en tout cas tel que l'exposé a été fait, il y a quand même des soucis de pérennisation du programme. Nous, en tout cas au niveau de Morolan, nous n'attendions même pas un programme. C'est-à-dire qu'il y ait programme ou pas, la commune a prévu dans son budget de commencer cette année le ramassage et le traitement des ordures. Ça, nous l'avons déjà commencé. Donc si le programme vient, ne va faire que nous renforcer. Actualité nationale et nous reparlons du décès d'Astou Sorna en couche. Une enquête administrative est ouverte à l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga. La page de l'actualité nationale porte la signature de Adji Aramsek.
Bienvenue dans cette page de l'actualité nationale que nous démarrons avec le Sénégal qui bénéficie d'une enveloppe d'un montant global de 495 millions de dollars, soit 272 milliards de nos francs, fruit d'un financement de la Banque mondiale. Le premier accord consacre 150 millions de dollars US, soit environ 82 milliards 500 millions de francs CFA, au projet d'amélioration de l'accès à l'électricité. Le deuxième accord concerne le projet d'amélioration de la connectivité dans les zones de production agricole au nord et au centre. Quant au troisième financement, d'un montant de 100 millions de dollars, environ 55 milliards de francs CFA, il concerne le projet d'amélioration des réformes. Parlons à présent du décès d'Astou Sorna à l'hôpital Amadou Sahir Mbaye. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a ouvert une enquête administrative à l'hôpital Amadou Sahir Mbaye mardi dans le but d'élucider les circonstances du décès en couche d'Astou Sorna, a déclaré le directeur des établissements publics de santé Ousmane Dia. Astou Sorna, admise à la maternité de cet hôpital public de la ville de Louga le 31 mars dernier au terme de sa grossesse, est décédée en couche plusieurs heures après son arrivée. Terminons cette page de l'actualité nationale en parlant du Sénégalais torturé en Italie. La ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a annoncé mardi une plainte de l'État du Sénégal suite à la violence infligée à un compatriote sénégalais en Italie. Les députés demandent aux autorités de renforcer la sécurité des compatriotes hors de nos frontières. C'était tout pour l'actualité nationale de ce mercredi 13 avril 2020. Et sur l'international, la guerre en Ukraine, l'ONU réclame des enquêtes sur les accusations de viol commis par des soldats russes. La page de l'actualité internationale, c'est avec Ramatoulaye Sissé. Démarrons l'actualité internationale en République démocratique du Congo. Une trentaine de personnes ont été tuées dimanche et lundi dans des attaques de plusieurs villages dans la province de l'Ituri. Les ADF, un groupe armé d'origine ougandaise, sont soupçonnés. La région en proie aux violences de groupes armés depuis plus de 25 ans est la cible de fréquentes attaques sanglantes du groupe présenté comme la branche de l'organisation État islamique en Afrique centrale. L'Union européenne a décidé lundi d'arrêter ses missions de formation et d'entraînement de l'armée et de la garde nationale au Mali, mais va rester au Sahel et se déployer dans les pays voisins, a annoncé le chef de la diplomatie européenne. En visite dans le pays, le ministre allemande des Affaires étrangères tranchera elle aussi d'ici la fin de semaine sur un potentiel retrait des forces allemandes. En Ukraine, l'ONU réclame des enquêtes sur les accusations de viol commis par des soldats russes. Alors que la Cour pénale internationale a déjà lancé une enquête sur d'éventuelles violences sexuelles commises par l'armée russe en Ukraine, des responsables onusiens réclament eux aussi des enquêtes indépendantes. Plusieurs témoignages recueillis par les médias et des ONG attestent de l'utilisation du viol comme arme de guerre. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour l'actualité internationale. Et sur la page de l'actualité sportive, nous parlerons de basket avec les Lions qui ont un nouveau manager général. Il s'agit de Malay Ndoye. La page de l'actualité sportive, c'est avec Fatou Bintou Sané. Démarrons l'actualité sportive par la LDC. Dans la douleur, le Real Madrid a arraché sa qualification pour les demi-finales de Ligue des Champions contre Chelsea mardi soir à domicile. Mené 3-0 à 10 minutes du terme. Le Real Madrid s'est incliné contre Chelsea 2-3 mais a arraché sa qualification en demi-finale. Pour l'autre
quart de finale, Villarreal est allé éliminer le Bayern à Munich mardi soir en quart de finale, retour de Ligue des Champions. L'Association égyptienne de football a annoncé la nomination d'Erhab Galal en tant que nouvel entraîneur des Pharaons après le départ de Carlos Queiroz, renseigne Kingfoot. Galal devient également le 17e Égyptien à diriger les Pharaons et le 6e depuis le début du nouveau siècle après Mahmoud El Gohari, Mohsen Saleh, Hassan Shehata, Shawki Garib et Hossam El Badri. Terminons l'actualité sportive par le basketball. L'ancien capitaine des Lions était jusque-là l'adjoint de Makhtar Ndiaye dans la nomenclature de la sélection. Et c'est naturellement qu'il prend le relais après la démission du champion d'Afrique 1997 suite à des divergences avec le coach des Lions, Boniface Ndong. Pour rappel, Malé Ndoye jouait cette saison à Nyon, en Suisse. Avec cette nomination, il ne devrait pas rester longtemps sur les parquets, sachant que la mission est lourde. C'était tout pour l'actualité sportive. Merci Fatou Bintou Sané pour cette page sportive qui vient boucler cette édition du soir. Ne quittez pas, dans un court instant, vous aurez la version Wolof avec Mamadou Saturne Ndione. Cette version française est à présent terminée. Bon appétit et surtout ne nous oubliez pas, dans vos prières, passez une excellente fin de soirée. Au revoir.